Bonjour à tous. Il est 12h03. Je vois qu'on a déjà plus de 30 personnes avec nous. Alors, je pense qu'on va commencer tranquillement si mes collègues sont d'accord. D'abord, je souhaite vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment très heureux d'être là pour vous parler de l'unité d'isolement COVID-19 du Royal Victoria qui a été mise en place au tout début de la pandémie au printemps 2020 et qui a accueilli des personnes en situation d'itinérance entre les mois d'avril et de juin 2020 plus précisément. Donc, avant de commencer, quelques petites informations. Bien, tout d'abord, un remerciement. On souhaite vraiment remercier sincèrement l'équipe de Céline Dello pour nous avoir invités à participer à cette belle semaine de présentation. On est là depuis lundi, on a pu en profiter et maintenant contribuer aussi. Alors, merci à Céline Dello et à toute son équipe. Et aussi, je veux juste vous rappeler en commençant de garder vos micros fermés durant la présentation là, pour éviter les bruits de fond. On pourra les ouvrir à la fin pour discuter, échanger, prendre des questions. Et aussi, je vous invite, si vous voulez, comme dans les jours précédents, à vous présenter dans le chat pour qu'on sache qui est avec nous aujourd'hui. Donc, ça sera intéressant pour nous de savoir qui vous êtes. Dernier petit point avant qu'on débute. La présentation est enregistrée. Elle va éventuellement être disponible sur le web, mais on n'enregistrera pas, ou en fait, on ne diffusera pas la période de questions. Donc, vous pouvez vous sentir très à l'aise au moment de la période de questions que cette portion ne sera pas diffusée sur le web. Alors, ceci dit, je me présente, Léonie Archambault, professionnelle de recherche, étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke, et je suis accompagnée aujourd'hui pour vous parler de Yann Ferguson, qui est professionnel de recherche à l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance à l'Institut universitaire sur les dépendances, et aussi du docteur Mathieu Isabelle, médecin de famille au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, aussi professeur adjoint de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal, et aussi praticien-chercheur au CREMIS. Donc, petit plan rapidement là, de la manière dont on prévoit que la présentation va se dérouler aujourd'hui. Donc, ça se structure en 3 parties. D'abord, je vais évoquer très rapidement, là, pour vous remettre dans le contexte, justement le contexte, les enjeux qui ont entouré le développement de l'unité d'isolement qui a été mise sur pied là, à l'ancien hôpital Royal Victoria au printemps 2020. Ensuite, je vais passer la parole au docteur Isabelle qui a travaillé sur l'unité d'isolement et qui va pouvoir vous décrire l'offre de services et l'organisation de services qui a été offerte pendant la durée de vie de l'unité. Et finalement, Yann Ferguson va vous parler du processus et des résultats de l'évaluation qui a suivi l'expérience de mise en œuvre de cette unité. Donc, en matière de contexte, rapidement, vous le savez, la pandémie qui a été déclarée le 13 mars 2020 a changé notre vie à tous, mais elle a eu des répercussions particulièrement importantes dans la vie des personnes en situation d'itinérance. Et si vous avez assisté aux présentations des 3 derniers jours, vous avez entendu les membres de l'équipe de Céline Dello expliquer que pour certaines personnes, le contexte pandémique a généré une situation de précarité qui a mené à des nouvelles situations d'itinérance. Et pour ceux qui étaient déjà en situation d'itinérance, il y a eu beaucoup de pertes au niveau, par exemple, de l'offre des services, de la flexibilité des services, au niveau des liens sociaux, au niveau de la possibilité d'occuper l'espace public, avec toujours en filigrane, évidemment, la peur de la COVID, la peur d'être contaminé, de contaminer ceux qu'on aime. Donc, plusieurs enjeux là, qui ont été évoqués et qui ont été vécus par les personnes en situation d'itinérance. Et en parallèle de tout ça, dans une perspective de santé publique et d'organisation des services, il fallait trouver un moyen de répondre à tous ces nouveaux besoins ou à ces besoins qui étaient exacerbés et qui émergeaient, trouver un moyen de répondre à ces besoins-là tout en contenant les risques de contamination à la COVID. Donc, il y a des personnes de la direction des programmes santé mentale et dépendance du CIUS Centre-Sud qui se sont dit il faut qu'on mette quelque chose en place et ils ont développé en quelques semaines seulement un projet d'unité d'isolement pour articuler une réponse là, aux besoins des personnes en situation d'itinérance dans le contexte de la COVID. Donc, pour nous en parler, on a la chance d'avoir justement le docteur Isabelle avec nous, qui est non seulement co-chercheur sur le projet d'évaluation de l'unité, mais qui a aussi travaillé comme médecin sur cette unité-là, unité qui a accueilli là, des personnes entre le mois d'avril et juin 2020. Donc, Mathieu, si tu pouvais nous expliquer un peu en quoi consistait cette unité d'isolement, c'était quoi son objectif, sa clientèle, c'était où, c'était quoi les services offerts. Donc, on t'écoute, Mathieu, nous parler de ça.
Ah, merci, Léonie. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment agréable de vous voir en si grand nombre. Donc, je voudrais la question de base qui a donné lieu à cette initiative-là. Et on fait quoi pour s'isoler lorsqu'on n'a nulle part pour aller s'isoler? Donc, c'est une question un peu de base, mais qui est assez fondamentale dans cette expérience-là de l'unité d'isolement Royal Victoria. Moi, je travaille comme médecin de famille, entre autres au CLSC des Faubourgs à la clinique itinérance. Donc, j'accompagne des personnes au quotidien et là, soudainement, on a vu plusieurs cliniques qui ont été fermées, plusieurs services délestés. On s'est retrouvé avec les gens qu'on voyait dans nos cliniques soudainement ne plus venir, des gens qui testaient positifs à la COVID, qui devaient être placés dans des endroits. Donc, en équipe, il y a eu cette décision-là et ce désir-là de vraiment ouvrir cette unité d'isolement-là. Donc, on aura compris que l'unité, c'est un isolement qui était volontaire par la personne qui testait positif à la COVID. Initialement, c'était pour les personnes qui testaient positives et très rapidement, en cours d'expérience, l'équipe clinique et l'équipe des gestionnaires, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des gens pour qui, lorsqu'ils étaient en attente de résultats de leur test COVID, qui devaient quand même avoir accès à des services peut-être un peu plus adaptés. Je vous explique. Notre unité d'isolement était située dans les locaux, dans la structure de l'ancien hôpital Royal Victoria. Là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en haut de la côte, en haut du campus McGill. Là. Il y a des bâtiments qui étaient là, qui sont utilisés encore, particulièrement l'hiver. Il est habituellement utilisé pour comme des unités de débordement dans les refuges. Et donc, on a pris un de ces pavillons-là pour le transformer en unité d'isolement. Les gens venaient étaient référés vers nos services. Donc, on parlait de personnes en situation d'itinérance sur le territoire du CIUS initialement, mais très, très vite, ça s'est répandu dans un mandat régional auprès de toute la population de l'île de Montréal en situation d'itinérance. Donc, comme je vous disais, soit déclarés positifs ou qui, par exemple, faisaient en sorte que lorsqu'ils étaient en attente de leur test, leurs conditions de santé ou tout particulièrement en lien avec leur consommation faisaient en sorte que d'attendre dans un hôtel, un hôtel temporaire n'était pas sécuritaire. Je m'explique. De la façon que ça se passait dans la séquence, lorsque vous étiez une personne en situation d'itinérance qui avait des symptômes, soit que vous étiez à la rue, vous étiez dans un refuge, vous aviez des symptômes compatibles, on vous invitait à aller vous faire dépister. Là, on se reporte au printemps dernier. On allait se faire dépister à la place des festivals. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça semble si éloigné, là, mais il y avait à la quartier des spectacles, place des festivals, un énorme processus de dépistage. Et lorsque vous déclariez que vous étiez en situation d'itinérance, vous n'avez pas de domicile pour aller vous isoler, mais on vous disait, parfait, vous allez attendre le résultat de votre dépistage dans un hôtel qui s'appelait l'Abri du Voyageur, un hôtel qui avait été, si on veut, réquisitionné conjointement avec les équipes de la Direction régionale de santé publique et la Ville de Montréal, où les gens attendaient leur test. Si vous aviez des enjeux de consommation trop sévères qui faisaient en sorte que, par exemple, de vous retrouver en sevrage ou d'arrêter soudainement votre consommation sur place pouvait être dangereux pour vous, on vous invitait à ce moment-là à aller au service Royal Victoria. Puis on va vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on a fait en lien avec ça. Donc ça, c'était, je vous dirais une chose. Je voudrais juste aussi dire qu'il y avait beaucoup de patients qui nous étaient référés d'hôpitaux de la région, par exemple, qui étaient référés pour des symptômes initiaux de COVID, qui étaient peut-être hospitalisés quelques jours, puis par la suite n'avaient pas besoin de rester à l'hôpital pour toute la durée du séjour, donc pouvaient venir compléter leur isolement avec nous. Donc, je vous dirais que c'était un peu là, les grandes portes d'entrée pour la population. Différentes ressources qui ont été investies dans ce programme-là. Je n'ai pas besoin de vous le dire ce que ça prend pour mettre une telle unité sur pied, tant que ce soit au niveau matériel et personnel. Au niveau matériel, on va regarder justement, c'est franchement impressionnant ce qui a été mis sur pied. Tout d'abord, en termes d'équipement de protection, je ne sais pas si vous vous souvenez, au printemps dernier, si on recule, il y avait la grande crainte de pénurie de matériel de protection, de masques. On était dans des moments où on dit que les réserves québécoises, on en était à une semaine ou deux d'arriver à un point de rupture. Donc, ça a été une vraie logistique de trouver de l'équipement de protection sécuritaire pour tout le monde. Nos usagers avaient, vous voyez des photos là, c'était des chambres individuelles qui étaient là. Un bâtiment, somme toute, assez
comment dire, ancestrale, avec peut-être un niveau d'entretien plus ou moins récent, ce qui fait qu'on a dû concocter des choses pour maintenir un hébergement sécuritaire et somme toute confortable pour les gens. On avait accès à plein d'autres matériels, que ce soit du matériel médical, de consommation sécuritaire. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais vous aurez compris qu'on offrait sur place des services d'ordre médicaux, des services tant médicaux, infirmiers et autres. Et donc, on avait sur place des ressources de personnel, mais aussi du matériel médical de base. Et je tiens vraiment à dire de base, parce qu'on pouvait accueillir des personnes, mais même si on était dans les locaux d'un ancien hôpital, même si on fonctionnait parfois sur une structure comme on est habitué de fonctionner entre nous à l'hôpital, on demeurait un milieu de vie. On demeurait où les gens venaient s'isoler. Et donc, s'il y avait des complications physiques trop grandes de leur COVID, que ce soit des symptômes respiratoires trop grands ou autres, mais on ne pouvait pas les garder avec nous. Il fallait que les patients aient moindrement un certain niveau de stabilité. Ça a représenté tout un défi au cours des semaines. On avait sur place différents médicaments disponibles justement pour soit permettre aux gens de recevoir leurs médications habituelles par la livraison de la pharmacie, mais en attendant pouvoir les dépanner. Et également, et ça, ce sera un point très important que je vais mentionner en lien avec la consommation de substances psychoactives, là, donc les SPA. On a développé des programmes et des initiatives assez novatrices. On va en parler plus tard, mais sur place, on fournissait les cigarettes, quand même un point assez majeur. Vous aurez compris que lorsqu'on est dehors, on se met la cigarette dans la bouche, on met le botch à terre, quelqu'un prend ça. Je ne sais pas si vous réalisez les potentiels de contamination énormes dans le contexte COVID, surtout qu'on avait des gens qui étaient aussi en attente de résultats, donc qui pouvaient être négatifs. Donc, on s'est dit, de toute façon, santé publique, on va fournir les cigarettes. Même chose, on a facilité la livraison de cannabis fourni par, payé via la SQDC là, et d'autres substances. Et je vais parler du reste des autres substances dans une autre diapositive. Ensuite, au niveau du personnel impliqué dans le programme, pas besoin de vous dire que ça a été un effort d'équipe assez incroyable. On avait besoin des bras de tout le monde et on avait surtout besoin de diversité au sein de l'équipe. Agents administratifs, agents de sécurité, des gestionnaires, infirmiers, infirmières, infirmiers auxiliaires qui étaient tous présents avec des intervenants psychosociaux, des médecins, des préposés à l'hygiène et salubrité. Tout le monde qui c'est un petit peu en mode, en mode GBS, en mode gros bon sens, pour essayer de faire en sorte que, OK, quel est notre objectif? Notre objectif est de s'assurer que les personnes qui ont besoin d'un isolement en lien avec leur COVID puissent le faire d'une façon sécuritaire, d'une façon minimalement agréable et dans des conditions qui se rapprochent le plus possible d'un domicile, d'un milieu de vie. Donc, cette équipe-là que vous voyez a travaillé d'arrache-pied pour essayer de trouver des façons et surtout s'adapter en cours de route en fonction des besoins. Puis ça, Yann, tout à l'heure, va vous en parler, cette notion-là d'adaptabilité. D'où provenaient nos équipiers. Donc, la grande majorité des gens provenaient des différents services du continuum de l'équipe santé mentale dépendance du CIUS Centre-Sud. Via deux façons, soit via des modes de délestage, si on veut, un peu plus obligatoires, là, avec différents décrets ministériels à l'époque. Hein, on se rappelle, les gens étaient délestés pour faire face à cette COVID-là. Mais également, on a eu beaucoup de volontariat, de gens qui ont levé la main. Un volontariat qui s'est décliné de différentes façons, et ça, Yann va vous en parler tout à l'heure. Mais somme toute, des gens qui étaient très volontaires dans un désir d'offrir une approche novatrice et de faire des choses un peu différemment. Par la suite, on a également eu quelques personnes qui se sont joints à nous via le fameux site web, le Je contribue. Et donc, on avait beaucoup de gens aussi qui arrivaient avec des formations professionnelles autres, des expériences antérieures autres. Mais somme toute, on était tous des gens avec, pour la plupart, une excellente base d'intervention et une habitude de travailler avec des populations en situation d'itinérance pour qui il y a des enjeux fréquents de consommation de substances. Donc, on était une gang réunie qui était habituée de travailler dans ces contextes-là. Et ça, on verra, ça a probablement été un élément qui a facilité aussi l'implantation d'une telle aventure. On peut passer à la prochaine diapositive.
Alors, ben ça, je vous dirais, c'est peut-être la partie la plus importante, notre offre de service. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Puis je dirais que, encore là, la notion de gros bon sens, la notion de flexibilité, la notion d'adaptabilité a été très importante dans nos services. Comme je vous dis, notre objectif était clair, permettre l'isolement pendant 14 jours. À l'époque, hein, c'était 14 jours d'isolement et non pas 10 comme maintenant. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre ça agréable? Donc, différents services qui étaient sur place, tant au niveau psychosociaux, services de santé et des services liés à la consommation des substances psychoactives. Je ne passerai pas à travers tout, là, mais au niveau psychosociaux, il y avait différentes choses qui ont été mises sur place, tant au niveau récréatif que permettent peut-être l'arrimage dans certains services du réseau de la santé, gérer la réception des chèques d'aide sociale qui entraient lorsqu'on était dans la période charnière de changement de mois. On avait également des partenariats avec des chenils et des vétérinaires qui travaillaient bénévolement pour accueillir aux besoins les animaux de nos usagers qui se présentaient sur place. Ensuite, différents services de santé. Donc, oui, les médecins et les infirmiers, infirmières qui étaient présents sur place ont fait des suivis en lien avec la gestion des symptômes de la COVID et d'autres suivis. Et on verra un peu plus tard avec Yann qu'on s'est retrouvé dans une zone un peu particulière où soudainement, on se retrouvait avec la présence de nos usagers pendant 14 jours sur place en se disant, mon Dieu, ça fait des mois, des années que j'essaie de lui proposer tel traitement ou telle chose, telle investigation. Est-ce que je profite de ce moment-là pendant qu'il est avec nous? Mais en même temps, c'est un milieu de vie. Si moi, je suis dans mon salon, je ne suis pas sûr que ça me tenterait que mon médecin vienne me dire, ça ne te tenterait pas qu'on fasse ce scan-là qu'on te dit qu'on te ferait depuis un bout. Donc, ça a été une façon de... un jonglement constant, mais Yann va vous en parler tout à l'heure. Et on a eu également l'appui de différents collègues au cours du processus, par exemple des consultants psychiatres en santé mentale, on a eu une ergothérapeute, encore là, tous des gens dans nos services respectifs qu'on a interpellés pour essayer de ramener des bras supplémentaires dans l'offre de service. Je termine en vous parlant de toutes les pratiques qui ont été développées en lien avec la consommation de substances psychoactives. Et je prends le temps de le faire parce que je pense que l'initiative du Royal Victoria a été intéressante sur énormément de points, comme je vous disais tout à l'heure, dans la flexibilité des équipes, l'offre de services qui a été très créative, tout particulièrement en lien avec la consommation de substances. Okay? Pour vous faire un état des lieux, hein, on voit dans, vous le voyez pour ceux qui travaillent avec les populations en situation d'itinérance, quand même une représentation plus grande, une concomitance entre le trouble d'usage de différentes substances et la situation d'itinérance. Et les deux ne sont pas équivalents, à ça je tiens à le dire, mais on retrouve souvent une présence de ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque les gens consomment? Et lorsque les gens doivent s'isoler pendant 14 jours et n'ont pas accès à leurs substances habituelles, alors comment est-ce qu'on gère ça? C'est là qu'on a réfléchi énormément et tout ça, il y avait des travaux qui avaient été débutés depuis plusieurs mois et années en s'inspirant entre autres d'autres pratiques dans le milieu, dans le reste du Canada. Comment intégrer la consommation dans un milieu d'isolement, dans un milieu institutionnel? Et ça, c'est ça qu'on a fait. Donc, évidemment, distribution de matériel pour permettre la consommation sécuritaire sur place. On a distribué de la naloxone, hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la naloxone. Donc, lorsque les gens qu'on suspecte qu'ils sont en intoxication aux opioïdes, c'est un médicament qu'on donne pour rapidement réverser la surdose d'opioïdes, un effet qui est très temporaire, là, mais qui permet de sauver des vies de façon assez flagrante. On a permis, comme je vous disais, gestion de consommation de tabac sur place en fournissant les cigarettes là, pour éviter de gérer différents stresseurs. Puis là, en tant que professionnel de la santé, je n'encourage pas la consommation de tabac, là, mais vous aurez compris que quand vous êtes chez vous puis vous êtes stressé par un isolement COVID, je ne sais pas si de vous faire proposer tout de suite, on devrait peut-être considérer un arrêt du tabac. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment. On l'a offert à certaines personnes via des patchs et autres, mais quand ce n'était pas une option, on offrait les cigarettes. Même chose, on facilitait la livraison de cannabis qui devait venir là, de la SQDC, que les usagers devaient
payer, mais on facilitait cette livraison-là. Par la suite, la gestion du sevrage. Et là, ça rouvre un énorme chapitre qui a été assez important dans cette offre-là. Lorsqu'on parle de sevrage de différentes substances, je vais commencer par l'alcool. Beaucoup de nos usagers consomment, pas tous, bien évidemment, mais consomment de l'alcool de façon quotidienne, certains de façon très récréative, d'autres avec des consommations plus soutenues qui font qu'ils sont vraiment face à un trouble d'usage et que l'arrêt soudain de la consommation d'alcool peut être très dangereux d'un point de vue médical, voire même mortel. Les sevrages d'alcool, on oublie souvent. On dit aux gens, arrête de boire, puis tu vas être correct. Un peu de volonté, puis ça va bien aller, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sevrer trop rapidement de l'alcool sans mesure préventive peut pouvoir mener quelqu'un jusqu'à un décès. Donc, bien évidemment, les gens qui étaient là, on leur offrait la possibilité face à leur consommation d'alcool. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es 14 jours ici. Est-ce que tu aimerais tenter de sevrer complètement à l'alcool? Est-ce que tu aimerais qu'on te réfère au congé vers des services spécialisés en dépendance? Puis si les gens nous disaient, moi, ce n'est pas dans mes objectifs en ce moment. Ça ne fait pas partie de ce que je veux faire. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite à court terme. J'ai envie de continuer de boire. On a permis aux gens non seulement de consommer sur place, mais on a fourni l'alcool aussi sous forme de bière qui était fourni et même encadré dans des protocoles, si on veut, infirmiers et médicaux. Okay? Je ne dis pas prescrit parce que ce n'était pas un médicament proprement dit, mais c'est des procédures et des choses qui se font ailleurs dans le reste du Canada. Donc, c'est une première au Québec où on a servi de l'alcool encadré avec un protocole établi sur quelle est la bonne dose pour tel usager qui a besoin d'être servi à telle fréquence. Et ça a été assez impressionnant comment les choses ont bien fonctionné à ce niveau-là. Parce qu'imaginez, vous enlevez soudainement la crainte de devoir toujours rentrer en sevrage. Vous enlevez soudainement cette pression-là de soit devoir aller quêter constamment pour pouvoir avoir votre prochaine consommation d'alcool parce que si vous ne l'avez pas, vous vous retrouvez en sevrage. Un cercle très vicieux. Donc, on enlevait complètement ça de l'équation. Et là, soudainement, les gens, grande majorité d'entre eux se disaient, parfait, je vais rester, je vais faire l'isolement. Ça a apaisé des choses et ça nous permettait aussi de sortir d'une vision, comment dire, peut-être un peu plus très morale et moralisatrice, même si je pourrais me permettre, là, de c'est quoi la consommation d'alcool et ce que devrait être la cessation d'alcool. Donc, ça, c'est tous les services WET qu'on appelle là, communément de gestion de l'alcool. Également, on a permis pour les gens qui consommaient d'autres substances, que ce soit des stimulants ou que ce soit des opioïdes qu'ils achetaient sur la rue, de leur permettre encore là, soit de tenter un sevrage via différentes molécules qui sont déjà existantes, permises là, dans le réseau, que ce soit les fameuses méthadone, suboxone, des morphines longue action comme des Cadianes, ou toutes des choses qui sont déjà actuelles. Donc, si les gens voulaient cesser, on les accompagnait là-dedans comme on est habitué de le faire. Par contre, si les gens nous disaient, moi, j'ai envie de continuer à consommer et je m'injecte, on a permis ça aussi de façon encadrée, avec des médicaments d'ordonnance prescrits par des médecins, supervisés, remis par des infirmiers et infirmières, avec des doses et du médicament qu'on sait que c'est de la bonne substance, là, que ce n'est pas contaminé au fentanyl dans la rue. Et on permettait aux gens de s'injecter de façon sécuritaire, avec du matériel propre, de façon supervisée, comme ça se fait dans les sites d'injection supervisés. Encore là, pour certaines personnes qui ont utilisé ces modalités-là, il n'y en a pas eu tant que ça, mais ça a permis de calmer ça et de permettre de faire l'isolement COVID. Voilà. Donc, en gros, c'était un peu ce que j'avais à vous dire comme présentation des services. Je ne sais pas, Léonie, si ça fait le tour un peu là, de cette offre-là. Merci infiniment, Mathieu. Ta description était très vivide et tes photos nous ont permis vraiment de visualiser là, de façon très factuelle la structure qui a été mise en place au printemps 2020 pour répondre aux besoins. Alors vraiment, merci infiniment. Et là, on va approfondir un deuxième niveau de compréhension du programme et son déploiement parce que Yann va nous parler du processus d'évaluation qui a suivi le projet. Donc, c'est bien de savoir qu'est-ce qui a été fait, mais Yann va pouvoir nous parler un petit peu plus de comment ça a été vécu, c'est quoi les bons coups, les obstacles, les facteurs facilitants, parce qu'il y a toute une équipe de recherche, d'ailleurs, qui va vous présenter, qui s'est activée là, autour du programme pour le documenter et en tirer des leçons. Donc, Yann, je te passe la parole pour que tu nous présentes toute la recherche.
Merci beaucoup, Léonie. Merci, Mathieu, pour la description très, très intéressante. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques résultats par rapport à l'étude sur l'implantation d'unités d'isolement COVID-19 de l'ancien hôpital Royal-Victoria qui était offert donc, pour les personnes en situation d'itinérance, comme Mathieu nous l'a bien décrit. Cette étude, en fait, était une collaboration, une très belle collaboration, même je tiens à le mentionner, entre l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance de l'Institut universitaire sur les dépendances et quelques chercheurs aussi du CREMIS, nommons-les, Marie-Ève Goyer, Nadia Giguère, Mathieu, Isabelle, Guillaume Ouellette, ainsi que Vincent Wagner, épaulé bien sûr là-dedans par moi-même et Léonie Archambault et Karine Hudon aussi à la coordination, bien important également de mentionner, qui a mené ce projet à terme. Alors, si on embarque ici dans les objectifs finalement de l'étude, le principal objectif de cette étude était de documenter les composantes de l'unité d'isolement. Donc, sinon, il y avait un second objectif également qui était plus précisément d'aller identifier les forces, les obstacles, ainsi que les enjeux d'implantation du programme selon les perspectives en fait, des gestionnaires et des cliniciens qui ont été impliqués dans l'initiative. Allons-y maintenant dans la méthodologie. D'abord, il y a eu une courte recension des écrits de type examen de la portée, ou aussi mieux connu sous le terme de scoping review. Donc, ce scoping review-là visait finalement à être à l'affût, en fait, de savoir qu'est-ce qui se mettait en place à la même époque afin de permettre une certaine comparaison avec les éléments qui ont été documentés lors de l'étude. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vous présentera pas cette comparaison. Par contre, dans le rapport de recherche, ça pourrait être disponible. En fait, il y a plus d'informations par rapport aux éléments qui ont été ressortis de ce scoping review. On a également eu accès à certaines données d'opération de l'unité d'isolement dont on va pouvoir vous parler dans les prochaines diapositives. Sinon, le cœur du projet était vraiment une collecte et une analyse de données qualitatives qui a eu lieu entre juillet et août 2020, c'est-à-dire environ 1 à 2 mois après en fait, la fermeture de l'unité d'isolement. Donc, plus spécifiquement, on a rencontré 9 gestionnaires ou personnes clés en entrevue individuelle. Et il y a également eu 4 entrevues de groupe avec des cliniciens. Donc, plus spécifiquement, ces entrevues de groupe-là se sous-divisent en catégories professionnelles, c'est-à-dire des médecins, des infirmières et des intervenants psychosociaux qui ont été divisés en deux focus groups, donc pour un total là, de 17 cliniciens interviewés. Les canevas d'entrevue qu'on a utilisés, en fait, ont été développés sur la base d'un modèle utilisé en évaluation d'implantation plutôt connu, qui est le Consolidated Framework for Implementation Research. Et c'est également, en fait, ce modèle qui a été utilisé pour réfléchir finalement aux grilles de codification lors de l'analyse. Ensuite, poursuivons. On va embarquer ici dans les données d'opération, comme je vous mentionnais. Les principales données d'opération auxquelles on a eu accès, c'est relativement sommaire, mais bon. Ensuite, on avait, donc, durant la durée de vie de l'unité d'isolement Royal-Victoria, en fait, il y a eu 77 épisodes de soins qui ont été documentés. La majorité, en fait, des personnes qui ont été accueillies en fait, à l'unité d'isolement avaient été âgées entre 45 et 64 ans. Sinon, les services spécialisés que Mathieu mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire santé mentale, ergothérapie, gestion de la consommation, ont été utilisés par une minorité des personnes qui ont été accueillies. On parle d'environ 3 à 4 là, des personnes qui ont été accueillies. À l'admission, la plupart, en fait, un petit peu moins de la moitié des personnes qui ont été admises provenaient directement de la rue. Et malheureusement, au congé, en fait, 12 de ces personnes sont retournées à la rue également. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de les rattacher à des services. C'était bien évidemment l'objectif de l'unité. Cependant, pour des raisons
soit de choix de la part des personnes ou des raisons vraiment organisationnelles d'un point de vue du réseau de la santé et du milieu communautaire, ça n'a pas été possible de rattacher ces gens. Sinon, la majorité des séjours, vous comprendrez bien évidemment que la durée se situait entre une journée et 14 jours. Maintenant, si on embarque dans vraiment l'analyse des données qui ont été récoltées, comme je vous mentionnais, l'analyse a été effectuée notamment sur la base des construits du modèle théorique en fait, dont je vous ai parlé préalablement. Donc, d'ailleurs, peut-être que je peux revenir un petit peu sur le modèle théorique, en fait, simplement pour mieux situer. En fait, le modèle nous informe normalement sur 5 grandes catégories en fait, d'éléments à prendre en considération pour étudier finalement l'implantation d'une intervention. On parle du contexte, en fait, des caractéristiques de l'intervention, le contexte externe de l'intervention et le contexte interne, les caractéristiques des personnes également qui sont impliquées sur l'implantation de ce programme et ultimement, en fait, les processus également. Donc, voilà les grandes thématiques en fait, qu'on peut ressortir et qui organisent un peu cette présentation. Donc, d'abord, on s'intéresse au contexte externe. Donc, évidemment, vous comprendrez que c'est un contexte de crise sanitaire vraiment sans précédent, du moins dans l'histoire récente du Québec. Il y avait un sentiment d'urgence vraiment important qui a été mentionné en fait, par l'ensemble des personnes à qui nous avons parlé. Il y a un côté positif à ça qui a été mentionné par ces personnes, c'est-à-dire que la crise sanitaire, en fait, permet une certaine forme d'assouplissement au sein du réseau de la santé et une flexibilité qui n'est pas normale, disons ça comme ça, ou qui est un petit peu étrangère finalement, ou antinomique avec le réseau de la santé. Faisons pas de politique, mais donc il y a quelque chose ici qui peut être intéressant ici. Donc, ça favorise finalement l'innovation et cette flexibilité-là a permis justement de mettre en œuvre une unité d'isolement très rapidement et voilà. Ensuite, au niveau de l'arrimage et la coordination, bien évidemment, en raison du contexte également, le contexte de crise, les communications nous ont été entre partenaires externes, en fait, plusieurs partenaires étaient impliqués dans la réponse de crise globale du réseau de la santé. Les communications étaient difficiles avec les partenaires externes. On peut penser ici notamment les partenaires comme la Ville de Montréal, le réseau, en fait, le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, la Direction de santé publique de la région de Montréal également, qui avaient tous des impératifs différents et qu'il fallait conjuguer donc, dans cette espèce, dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc, ça a été mentionné par plusieurs gestionnaires impliqués comme étant quelque chose qui a été un peu complexe. Évidemment, à l'époque, si on revient au printemps 2020, vous vous souviendrez que l'information et les directives en fait, qui étaient données par les directions de santé publique étaient très changeantes et l'information circulait à une vitesse grand V, qui n'a pas aidé non plus à la communication et à l'arrimage entre les différents partenaires. Et sinon, d'un point de vue vraiment au niveau du personnel, malgré l'ensemble des difficultés d'arrimage et de coordination entre les différentes personnes impliquées, il y a plusieurs membres du personnel finalement qui ont mobilisé leur propre réseau et leur propre contact professionnel. Mathieu nous en donnait un exemple justement par rapport aux services spécialisés. C'était vraiment des alliés qui sont allés, que le personnel est allé chercher pour être épaulé dans la mise en œuvre finalement de l'ensemble des services. Ensuite, on peut regarder le contexte interne de l'intervention. Donc vraiment, comment est-ce que ça s'est mis en œuvre? Donc, on parle ici de co-construction. C'est un projet qui a été monté vraiment dans une logique de co-construction selon les gestionnaires qu'on a interrogés. Donc, à l'intérieur, en fait, du processus de co-construction, il y a également la question de la gestion de proximité aussi qui a été mentionnée, qui était vraiment très, très importante finalement pour les gestionnaires interrogés.
Cependant, cette perspective-là est vraiment partagée que par les gestionnaires, alors que d'autres groupes professionnels qu'on a interrogés n'ont pas senti nécessairement ce même sentiment de co-construire quelque chose. Au niveau de la communication, en fait, l'équipe de l'unité d'isolement à Royal-Victoria a utilisé des outils numériques de communication, c'est-à-dire principalement Teams, l'application Microsoft Teams ou des courriels. Également, il a été mis en place ce qu'ils ont appelé les leaders cliniques, c'est-à-dire des personnes à qui on donnait un certain statut qui permettait de faire remonter et descendre finalement l'information entre la direction finalement de l'unité et le personnel qui était davantage sur le plancher et qui de cette manière-là, en fait, ça avait été pensé pour ne pas que plusieurs personnes viennent dire la même chose à répétition à un gestionnaire, alors que c'était une manière finalement de centraliser, d'avoir des canaux de communication dédiés. Cependant, selon certaines personnes interrogées, ce type d'utilisation de leader clinique-là a été ressenti un peu plus défavorablement, c'est-à-dire que c'était comme perçu comme étant une centralisation de l'information et donc ça participait aussi à l'espèce de sentiment de ne pas nécessairement avoir été écouté lors de la co-construction. Finalement, il y avait la communication aux intercorps, mais les personnes interrogées nous ont mentionné que la communication était très difficile à ces moments-là, notamment en raison du fait en raison des mesures sanitaires, en fait, il était impossible d'avoir l'ensemble du personnel réuni dans un même lieu au même moment. Et il y avait également un enjeu au niveau de tout ce qui était en lien avec les mesures de prévention, contrôle des infections, le matériel, l'équipement de protection individuelle également qui était à enlever ou à retirer, à mettre, etc. Donc, ça l'alourdissait de façon importante les intercorps. Finalement, les gestionnaires, vraiment spécifiquement les gestionnaires, nous ont mentionné avoir ressenti un soutien organisationnel très, très fort de la part de la haute direction. Comme quoi, ce qui a été ressenti finalement, c'est que l'unité d'isolement Royal-Victoria était une priorité pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Et donc, l'information, lorsqu'il y avait des besoins, remontait très, très vite et redescendait tout aussi vite. Donc, ça a permis cette espèce de flexibilité-là. Aussi, il y avait quelque chose de très important qui a été mentionné par les gestionnaires interrogés. Si on se plonge maintenant dans les caractéristiques de l'intervention, Mathieu nous en a déjà fait un très beau portrait, mais plus spécifiquement, dans les approches d'intervention qui ont été mises en place, on parle notamment d'une approche milieu de vie, où il y avait une volonté d'avoir un accompagnement individualisé en misant sur ce qu'un gestionnaire interrogé nous a nommé comme étant le vécu partagé, un peu similaire à ce qu'on appelle notamment dans le milieu plus psychoéducation, le vécu éducatif partagé, mais c'est vraiment le développement de la relation d'aide ou de la relation thérapeutique au quotidien, d'accompagner la personne au quotidien. Donc, il y avait cette volonté-là très forte qui nous a été mentionnée par les cliniciens et les gestionnaires qu'on a interviewés. Et bien évidemment, l'approche de réduction des méfaits, je vous épargne les détails de l'approche de réduction des méfaits puisque c'est assez clair que c'était mis de l'avant avec l'ensemble de l'offre de services. Toutefois, comme Mathieu nous a mentionné auparavant, il y avait une tension quand même assez importante qui a émergé finalement entre le fait qu'il y avait toutes ces approches vraiment qui misaient sur l'accompagnement individualisé, l'approche milieu de vie, tout ça, mais aussi une très forte présence d'une part médicale, infirmière, mais aussi un ensemble de services aussi assez... malgré que ce ne soit pas l'équivalent d'un plateau technique hospitalier, il y avait quand même une présence de services assez importante et cette tension-là nous a été mentionnée à plusieurs reprises par les personnes interrogées. Sinon,
Au niveau des services, on peut regarder spécifiquement les services novateurs en lien avec la dépendance. Vraiment, l'unité d'isolement de l'ancien hôpital Royal Victoria a été l'opportunité pour les personnes qui ont été impliquées de mettre en application des nouvelles pratiques qui avaient été documentées ailleurs au Canada ou dans le monde, mais qui n'avaient pas nécessairement été expérimentées au Québec et qui, malgré certaines réticences au départ, ça avait été mis en place et ça a été relativement bien accepté par la suite. Et un des éléments intéressants ici, c'est que c'était probablement aussi dû au fait qu'il y avait une certaine expérience et expertise au sein du personnel qui était impliqué, qui a pu permettre finalement la mise en place de tels services novateurs. Poursuivons sur les caractéristiques de l'intervention. La clientèle qui a été accueillie à l'unité d'isolement Royal Victoria, il y a vraiment eu une variété de profils en fonction de la chronologie finalement des événements, puisqu'au départ, au départ de l'unité d'isolement, on nous a rapporté en fait que les personnes qui avaient été accueillies étaient plus âgées et avec moins d'enjeux en lien avec l'itinérance, moins d'enjeux en lien avec la consommation, alors que c'était vraiment la clientèle qui était ciblée, en fait, au départ. Cependant, par la suite, la clientèle s'est rajeunie, il y a eu et les caractéristiques ont changé. Cependant, ce qui nous a été vraiment la conclusion finalement de ça, c'est vraiment qu'il y avait des profils qui étaient différents de ceux qui avaient été anticipés lors de l'élaboration. Et donc, il y a des questions peut-être à se poser en post-mortem finalement de cette initiative-là. Au niveau de la trajectoire de service, on nous a mentionné que c'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, que certaines personnes référées à l'unité d'isolement ne correspondaient pas aux critères, notamment en partie à cause d'une certaine incompréhension finalement du mandat de Royal Victoria par les partenaires. Comme je vous mentionnais auparavant, cet arrimage-là, la coordination était un peu complexe et ça se traduisait donc par des personnes qui ne correspondaient pas aux critères qui avaient été référés. Certaines personnes nous ont mentionné d'avoir eu l'impression de servir finalement d'endroits de faire où le réseau se permettait de faire du dumping, où c'était vraiment en bout de ligne lorsqu'on n'est pas capable d'envoyer quelqu'un aux bons endroits, on réfère à Royal Victoria. Il y a eu des difficultés qui ont été mentionnées également dans le développement des plans de sortie. Comme je mentionnais, il y avait des craintes de la part de certaines ressources, donc de reprendre finalement les gens qui avaient été référés par des ressources communautaires ou institutionnelles. Il y avait des craintes, notamment en lien avec les critères finalement de sortie qui changeaient d'un côté de la part de la direction de santé publique. Il y avait aussi des craintes, donc c'est ça, c'est vraiment principalement des critères de sortie et ça met en exergue finalement le fait que peu de ressources sont disponibles en temps de crise en temps de crise pour les personnes en situation d'itinérance. Finalement, les lieux physiques, si on regarde, il nous a été mentionné évidemment qu'il y avait un élément important par rapport à la vétusté des lieux. Mathieu nous en a glissé un mot. C'est un élément qui a été mentionné par plusieurs intervenants du fait qu'il y avait quelque chose d'un peu triste ou moralement questionnable de référer finalement des personnes en situation d'itinérance dans un lieu qui est si vétuste et si mal entretenu, malgré que des rénovations avaient été faites au préalable avant d'accueillir les gens. Également, le personnel nous a mentionné avoir eu avoir éprouvé des difficultés à gérer finalement les personnes en attente d'un résultat de dépistage puisque au départ, l'unité d'isolement ne servait qu'aux personnes avec un résultat positif, mais en cours de route, les personnes en attente d'un résultat de dépistage ont été intégrées également. Et cette gestion des zones orange, rouge, orange foncé, c'était plutôt complexe selon plusieurs personnes qu'on a interrogées. On peut regarder maintenant les pratiques professionnelles. Comme Mathieu nous a mentionné auparavant, c'était une équipe qui était disparate, même s'il y avait tout de même
un certain contingent assez important de personnes qui provenaient du continuum de santé mentale et dépendance du CIUS du centre-sud de l'île Montréal. Il y avait un fort sentiment d'entraide qui nous a été mentionné comme étant un aspect très positif, malgré le fait que les niveaux de connaissances étaient variés en fonction de l'origine, finalement, des personnes qui ont été impliquées. Il y avait plusieurs motivations à participer à l'unité d'isolement Royal-Victoria. Et il y avait l'aspect volontariat, en fait, l'aspect volontaire, qui ici prend deux sens. On peut penser, d'une part, au fait qu'on nous a mentionné que les gens qui participaient à l'unité étaient réellement volontaires à la tâche, dans le sens où ils s'investissaient de façon importante à la tâche. Cependant, on a mentionné tout à l'heure le volontariat des gens qui ont levé la main pour aller participer à l'unité d'isolement, mais il faut peut-être le nuancer, puisque à l'époque, ce qu'on nous a rapporté en entrevue, à l'époque, on était en plein dans la crise des CHSLD et des décrets qui amenaient le délestage. Et pour certaines personnes, le fait de se porter volontaire dans ce projet était une manière finalement de contrôler leur destinée par rapport à où seront-ils délestés, où seront-ils envoyés en dehors de leurs tâches régulières. Donc, il y avait ça ici. Je vous parlais de motivation. Il y avait également des craintes assez importantes par rapport à la COVID, par rapport au manque d'équipements de protection individuelle, etc. Mais il y avait aussi un fort sentiment du devoir qui nous a été rapporté par plusieurs personnes comme raison, finalement, de s'être impliqué à l'unité d'isolement. Le leadership aussi très fort au niveau des instigatrices du projet. Donc, la direction du projet et les personnes clés qui ont été mises en place pour mettre en place cette unité d'isolement. C'était un leadership qui était très fort et qui certainement a pu participer à une certaine forme de motivation. Ensuite, il y avait un leadership médical très fort également. Notamment, on peut émettre l'hypothèse que ça peut être dû à une certaine connaissance des personnes qui travaillaient déjà, ou le fait également que l'hôpital, pas l'hôpital, mais l'unité d'isolement Royal-Victoria prenait une forme, somme toute, un peu hospitalière, donc avec des points de référence qui étaient assez clairs pour le personnel hospitalier, mais peut-être moins pour d'autres groupes professionnels, ce qui pourrait expliquer cette ambivalence finalement de certains groupes professionnels qui a été mentionné lors des entrevues. Il y a une confusion des rôles également. Certains groupes professionnels avaient un mandat qui était relativement peu clair, un rôle peu défini qui a amené finalement ces personnes à faire des tâches finalement qui n'étaient pas nécessairement, pour lesquelles ils n'étaient pas formés. Donc, c'est un élément qui nous a été mentionné en entrevue également. La collaboration interdisciplinaire, l'appréciation était variable, somme toute, mais ce qui a vraiment ramené tout le monde ensemble, c'était bien évidemment les approches d'intervention communes et partagées. On parle notamment du milieu de vie qui était vraiment la colle qui a permis de soutenir ces gens, le personnel. Finalement, si on regarde les retombées les retombées perçues lorsqu'on a questionné les cliniciens et les gestionnaires par rapport aux retombées de cette unité d'isolement, mais d'un point de vue strictement organisationnel, on nous a mentionné de meilleures collaborations, des nouvelles collaborations à l'intérieur même du réseau de la santé, alors que certaines personnes qui provenaient de ressources différentes ne se connaissaient même pas et pourtant travaillaient avec les mêmes populations. Et donc, il y a des liens qui ont été créés de façon informelle et qui pourraient subsister dans le futur. Et donc, voilà. Ensuite, évidemment, je ne repasserai pas par rapport aux soins novateurs en dépendance qui ont été, que l'unité d'isolement a permis de mettre en place et qui pourraient subsister. En fait, plusieurs personnes interrogées nous ont mentionné leur volonté maintenant de ramener ça dans leur milieu de travail respectif pour essayer de pérenniser ces soins, ces approches-là. Le développement professionnel aussi, c'est un élément qui a été très, très fort et mentionné par le personnel psychosocial qui
Pour certaines personnes, en fait, c'était l'occasion de retomber en amour, puisqu'on retombait à faire finalement de l'intervention, comme l'intervention est enseignée à l'université, d'être avec la personne, alors qu'on sortait finalement de certains besoins plus organisationnels, alors que là, on était vraiment avec la personne. Donc, c'est quelque chose une retombée importante qui a été mentionnée par certaines personnes interviewées. Sinon, si on regarde pour les personnes qui ont été hébergées à l'unité d'isolement, comme malheureusement, ça ne faisait pas partie du devis d'analyse, par contre, les anecdotes ou en fait les perceptions qu'ont eu le personnel que nous avons interviewé, ils ont l'impression que c'était une expérience positive qui a été dont les personnes hébergées ont vécu. C'était vraiment très positif. Malheureusement, c'est ça, on n'a pas pu faire de suivi des personnes hébergées. En somme, il y a 3 thèmes transversaux, je vais faire ça rapidement, qui se dégagent finalement des propos des gens qu'on a interrogés. Donc, d'abord, l'ambivalence très forte qui était vraiment, qui a caractérisé l'unité d'isolement du début à la fin. Donc, cette ambivalence entre le milieu de vie et les opportunités d'intervention pour le personnel plus médical, où il y avait des possibilités, comme Mathieu le mentionnait, de peut-être reprendre contact avec des personnes qui n'étaient plus en lien avec les ressources institutionnelles, etc. La tolérance à l'ambivalence de la part du personnel général face à un mandat ou des rôles qui étaient mal définis et en perpétuelle redéfinition, puisque c'est une unité qui a été mise en place très rapidement, mais qui s'est redéfinie aussi avec le temps. Après ça, la flexibilité, l'adaptabilité, le leadership, l'initiative des principaux acteurs est à noter ici. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais l'adaptabilité des professionnels impliqués est à noter également en lien aussi avec, comme je mentionnais, la tolérance à cette ambivalence-là. Sinon, évidemment que l'expérience préalable à la réduction des méfaits est vraiment importante au niveau des approches, des philosophies d'intervention qui étaient partagées. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a vraiment la colle qui a permis de tenir un peu cette unité d'isolement qui était l'adhérence à une philosophie commune. Je vais prendre un verre d'eau. Ensuite, il y a un second objectif finalement à l'étude d'implantation qui était vraiment d'aller identifier les facteurs facilitants et les obstacles à l'implantation, surtout dans l'optique de permettre une réflexion pour les prochaines unités d'isolement qui pourraient devoir, en fait, espérons-le, qu'on s'en sorte relativement rapidement, mais imaginons d'autres unités d'isolement. Voilà. Donc, si on regarde les facteurs qui ont facilité l'implantation, qui ont été vraiment nommés de façon importante, 3 catégories se dégagent d'abord et avant tout. Donc, des facteurs en lien avec le personnel, des facteurs en lien avec les pratiques de gestion et des facteurs en lien avec les approches d'intervention. Donc, évidemment, comme j'ai mentionné, l'expérience antérieure d'une majorité, en fait, des personnes qui étaient impliquées a certainement facilité l'implantation de l'unité, mais également des pratiques novatrices en tant que le volontariat et la motivation, bien qu'il faille nuancer finalement le volontariat, il y a quand même une forme de il y a quand même l'aspect volontaire à la tâche qui était importante et les motivations, ce qui a permis de faciliter cette implantation. Le leadership qui venait des instigatrices du projet était très important et donc il y avait cette espèce de motivation qui galvanisait finalement les gens selon ce qu'on a vu dans les entrevues. La flexibilité, la capacité d'adaptation en contexte de crise, je ne me répéterai pas, mais c'est vraiment fondamental pour ce type d'initiative-là. La collaboration interdisciplinaire, bien encore une fois, certaines nuances doivent être apportées ici du fait que certains groupes n'ont pas senti cette même collaboration-là
à tous les niveaux, mais c'est quand même un élément important. Au niveau de la gestion, bon, l'adaptabilité, puisque le programme, en fait, l'unité d'isolement a été montée très rapidement. Il y a cette forme-là d'adaptabilité qui est très importante, la flexibilité des structures de gestion et le support de la haute direction qui est très importante également à mentionner pour mettre en place quelque chose d'aussi novateur très rapidement. La communication également qu'on a noté comme étant très fluide entre les médecins, comme je vous ai expliqué, avec cette espèce de leadership. Certaines personnes nous avaient même parlé qu'il y avait cette connivence-là jusqu'à un point tel où les médecins travaillaient un peu en banc de poisson. Donc, cette communication-là est importante au niveau de la gestion, mais j'aimerais attirer l'attention finalement sur les paliers, la communication entre les paliers hiérarchiques. Donc, ça vient en fait renchérir le point précédent où la communication avec la haute direction montait très vite et redescendait tout aussi vite. Donc, c'était d'avoir des canaux de communication ouverts comme ça, ça nous apparaît comme ayant facilité l'implantation. Les approches d'intervention, je me répète, donc les approches d'intervention communes et la satisfaction perçue en fait de la part du personnel, des personnes qui ont été hébergées, a certainement facilité l'implantation au fur et à mesure de la durée de vie de l'initiative. Finalement, sur une note plus négative, peut-être les obstacles qu'on a remarqués, évidemment la tension vécue par l'ensemble par les différents professionnels face à la volonté de la philosophie d'intervention et les opportunités d'intervention, comme je vous ai mentionné également, la présence médicale qui était forte, infirmières, etc., avec un grand nombre de services. Et voilà. Sinon, au niveau de la communication, il y avait évidemment des lacunes de communication, comme dans tout grand projet de cette envergure. C'est un élément clé, mais ça a été vécu difficilement par certains groupes et donc a probablement aussi diminué finalement la facilité d'implanter l'unité. Plus précisément le transfert d'informations entre les intercorps et la difficulté de réunir tout le monde ensemble pour faire le transfert d'informations. Donc, c'est vraiment des obstacles qui ont été notés de façon importante. Les ressources humaines, on nous a mentionné également qu'il manquait certains types d'emplois, notamment des préposés aux bénéficiaires. Et il y a eu des difficultés également à l'embauche d'emplois, en fait, à l'embauche d'infirmières et d'agents de sécurité. À l'époque également, il faut se rappeler, tout le monde cherchait des infirmières pour tous les services au sein du CIUS. Finalement, si on revient sur un aspect méthodologique, il y a certaines forces et certaines limites de l'étude qu'on se doit de mentionner. Donc, je pense qu'en termes de force, notre étude a comme force en fait le devis du fait qu'on se base sur un devis qualitatif basé sur un cadre théorique robuste et prouvé qui nous a permis, nous pensons du moins, de documenter la majorité des éléments importants pour l'implantation d'un nouveau programme. Également, la combinaison de données qualitatives et de données objectives. On a des données d'opération aussi qui s'avèrent être un plus également à essayer de mettre en place. Ça nous permet finalement de mieux comprendre à qui, quels services ont été utilisés, qui a été rencontré, etc. Ensuite, on a une variété assez intéressante d'intervenants interviewés. Sinon, d'un point de vue, pour contrebalancer finalement cette force, malheureusement, dans les limites, on n'a pas pu donc rencontrer des personnes qui ont été hébergées pour des raisons logistiques et opérationnelles. Sinon, les entrevues étaient faites sur une base rétrospective, donc ça introduit toujours le risque d'un biais de rappel. Donc, je vous rappelle que les entrevues ont été menées 1 à 2 mois après la fermeture de l'unité d'isolement. Donc, il y a ça à prendre en considération. Sinon, on n'a pas pu, évidemment, pour des raisons de mesures sanitaires, enfin, on n'a pas pu effectuer les entrevues dans le milieu de pratique qui aurait certainement permis d'aller chercher peut-être une information, quitte à faire même de l'observation, intégrer un volet observationnel au sein du devis. Et finalement, le projet, en fait, l'unité d'isolement a été de trop courte durée pour permettre des suivis dans le temps qui auraient permis justement de voir l'évolution, comme je vous mentionnais tout à l'heure, que c'était vraiment un projet qui s'est développé avec le temps, mais ça aurait été intéressant de pouvoir faire un suivi comme ça. Et en conclusion, la mise en œuvre de l'unité d'isolement
a certainement un des avantages, a permis d'expérimenter des pratiques novatrices dans le domaine de la dépendance, mais aussi, ça a permis de démontrer l'importance d'intégrer finalement la dépendance et l'itinérance dans l'intervention auprès des personnes en situation de crise, autant en période de crise qu'au-delà. Donc, évidemment, ça a mis en lumière le besoin de développer de nouvelles approches collaboratives, multidisciplinaires dans l'intervention. Et nous souhaitons tout de même que les résultats de l'évaluation de l'implantation permettent d'informer finalement le développement d'initiatives similaires ailleurs au Québec, bien que nous souhaitons que la pandémie cesse un jour. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Merci infiniment, Yann. Je vous remercie. Je mentionnerai seulement un élément par rapport au rapport. Le rapport sera disponible également sur le site du CREMIS, le site de l'équipe de soutien clinique et organisationnel dans les prochaines semaines. Donc, on vous tiendra informé par rapport à ça. Merci. Merci infiniment. Et pendant que les personnes qui sont avec nous aujourd'hui préparent peut-être leurs questions, leurs commentaires, leurs points de discussion, je peux peut-être conclure aussi, faire une deuxième conclusion avec 2 petites réflexions rapides là, pour leur laisser le temps de se manifester. Ce que j'ai trouvé intéressant avec les résultats que tu nous as partagés, Yann, c'est qu'il y a des thèmes qui résonnent avec ce qu'on a entendu cette semaine et qui a été documenté par l'équipe de Céline Bello en termes, par exemple, d'expérience des intervenants pendant la pandémie au niveau de devoir toujours être en adaptation constante finalement à une situation qui est mouvante. Ça, c'est quelque chose qui résonne des 2 côtés. Aussi, par rapport aux opportunités qui peuvent être saisies pour innover dans un contexte de crise, ça émerge là, je l'ai entendu un peu dans les travaux de l'équipe de Céline Bello que dans ce que tu viens de nous présenter. Je me permets d'y aller. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir échangé aussi avec nous à la fin comme ça. Ça aurait été le fun d'avoir échangé, de pouvoir échanger encore plus, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, comme disait Yann, le rapport sera disponible bientôt, on l'espère, sur les sites du CREMIS et de l'équipe de soutien organisationnel. Et je pense qu'on va vous laisser aller. Merci à tous.